tous et merci au Seigneur d'avoir invité à partager avec vous cette expérience. J'espère que vous en aurez quelques informations utiles, mais bon, c'est une modeste expérience. Vous allez voir comment ça s'est déroulé. Il n'y avait pas de plan préétabli pour construire cette unité de recherche. Et c'est simplement maintenant, avec le recul, qu'on se dit si ça a un peu marché, pourquoi ça a marché plus ou moins bien. Possiblement parce qu'on a adopté certaines attitudes favorables. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, c'est pour faire le lien avec la présentation suivante. D'abord, bien sûr, dans le titre, on m'a demandé de traiter cette question, comment créer une unité de recherche dans le milieu extra-universitaire. Je ne parlerai que de la réanimation, je ne connais pas le reste. Donc pour ça, il faut faire un petit peu d'historique. Je ne sais pas si ça commence il y a longtemps quand même. Au tout début, quand je suis arrivé à Orléans, il y avait 18 lits de réanimation, 8 lits d'USC, jamais plus de 5 médecins, 1 ou 2 médecins extérieurs, éventuellement, ça dépendait des mois, qui prendre des gardes. Et puis, bien sûr, sur toute cette période-là, les publications étaient extrêmement rares. Puis, essentiellement, en fait, de travaux qui avaient été menés ailleurs par des médecins qui venaient d'arriver. Et puis, on a commencé à faire de l'investigation, nous, médecins, essentiellement un médecin, moi. On a commencé à inclure dans des essais multicentriques. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Vous voyez que voilà, c'était vraiment une activité très, très minimale au départ. Puis, voilà, comme je vous l'ai dit, il y avait essentiellement dans les publications, des observations faites ailleurs. Dans la période 2002 à 2007, on avait toujours le même nombre de lits de réanimation, toujours pas plus de médecins. On a vu arriver quelques publications qui étaient liées aux participations d'études multicentriques et quelques études faites encore ailleurs, sous ce du temps. On n'avait pas de tech, pas de study nurse, et on a quand même, j'ai obtenu un PHRC régional, vraiment une somme ridicule pour payer des dispositifs de mesure de débit cardiaque, ce qui a, dans les années suivantes, permis d'écrire 6 ou 7 publications, finalement, ils ont été bien utiles. Donc, en 2008, on a fait le constat qu'on n'avait pas suffisamment de recettes SIGAPS, et ça faisait 56 000 € par an, et qu'on ne pouvait pas négocier avec la direction pour avoir du personnel supplémentaire pour faire de la recherche. On voulait se professionnaliser. Donc, il y a eu un événement quand même majeur dans cette histoire, c'est qu'on a créé sur la région, sous l'impulsion de René-François à Limoges, de Dominique Perrotin à Tours, René Robert à Poitiers, Jean Rémy à La Roche-sur-Yon, etc. On a créé le CRIX Group, qui était un réseau d'aide à l'investigation, un réseau d'investigateurs, avec rencontres régulières des investigateurs et aussi de quelques personnels de recherche. Et il n'y en avait pratiquement pas à Orléans, il n'y en avait pas à cette époque-là, mais grâce à la labellisation de ce réseau, on a obtenu quelques fonds qui nous ont permis de financer partiellement un demi-poste de recherche clinique, d'attaché de recherche clinique. En fait, c'était quelqu'un qui faisait partie du service, c'était un diplôme de laborantie, qui s'occupait des gaz du sang à l'époque pour tout l'hôpital. Historiquement, il n'y avait plus de machine de gaz du sang, etc. Bref, on a profité de l'existence de cette personne pour transformer son poste et faire en sorte qu'elle passe un diplôme de tech, finalement, elle puisse être embauchée par l'hôpital, ou en tout cas que l'hôpital accepte cette conversion de poste en réanimation, ce qui supprimait, ce qui amputait le service de 50% de TP d'infirmières. Enfin, grâce à cette création du réseau et puis à la proposition, je remercierai jamais assez Bruno François d'ailleurs à ce sujet-là, qui nous a donc venu proposer de participer à des études industrielles.
on a pu débuter des inclusions dans les études industrielles et verser cet argent sur l'association de services, ce qui a été vraiment un point déterminant dans notre évolution. CRIX, qui est depuis devenu CRIX Trigger Cell, qui s'est étendu à beaucoup d'hôpitaux en France, je passe, c'est pas le sujet. Et donc voilà comment ça a évolué, à partir juste de ce grain de sable, qui est la création d'un demi-poste dans le service, avec une subvention qui permettait de le financer partiellement, l'acceptation de l'hôpital, de faire qu'il y avait du personnel en réanimation qui ne s'occupait pas du soin, c'était extraordinaire à l'époque. Donc l'équipe médicale est passée progressivement de 5 à 8, je ne sais pas si c'est la cause ou la conséquence. L'équipe de recherche clinique, sur cette période de 2008 à 2012, est passée de 0,75 ETP à 2,5 ETP. La trésorerie de l'association, grâce à l'inclusion dans les études cliniques, qui ne pouvait se faire que grâce à l'existence de notre tech et l'envie des réanimateurs, bien cette trésorerie est passée de quasiment 0 à 350 000. J'ai limité pour ne pas vous faire peur, il y avait bien plus que ça en fait. Ce qui fait qu'en parallèle, on a vu des publications arriver, des participations à des études multicentriques, etc. Ce qui nous a permis de mettre en place notre activité, ces recettes SIGREC et ces recettes SIGAPS, qui se comptent en milliers d'euros, ce qui fait que là, on avait déjà quand même un embryon d'atout pour discuter avec la direction, qui aurait mal vu le fait qu'on arrête de faire de la recherche, puisque cette recherche représentait un pourcentage non négligeable des recettes du service. Puis, finalement, cette activité n'a cessé de progresser, ce qui fait qu'on a un certain nombre d'études en promotion propre au CHR, promotion propre à la réanimation, et un certain nombre d'études multicentriques. Vous voyez que ça a progressé vraiment jusqu'en 2018-2019, et là, on s'est pris un sérieux coup pendant le Covid, parce que nous, notre équipe de recherche, elle est faite exclusivement de studineurs, il n'y a pas de tech. C'est des studineurs qui, pour la plupart, toutes et tous, sauf une personne, travaillent à temps partiel aux études cliniques, 50%, 25%. Ce qui fait que toutes ces personnes ont été rappelées dans les soins pendant la crise Covid. L'hôpital est passé de 33 000 réanimations à plus de 85 à ce moment-là. On a fait quelque chose comme 55 000 de réanimation Covid, et la réanimation polyvalente se faisait dans les salles de réveil du bloc opératoire. Les infirmières de recherche clinique ont été sollicitées pendant plus d'1 an. On n'a quasiment pas eu de personnes pour faire le screening, la saisie, etc. pendant plus d'1 an. Ce qui explique, je pense, le fléchissement qu'on voit sur ces cours. Voilà, ça, c'est le nombre de publications par an qui n'a cessé d'augmenter finalement depuis 2012-2013, date à laquelle on a vraiment obtenu des moyens. Si on fait un point d'étape en 2016 puis en 2020, finalement, on avait, grâce à ce bilan financier, à ce nombre de points SIGAPS obtenus grâce aux publications, des atouts forts pour discuter avec la direction, avec le bilan financier, puis surtout, on avait cette force qu'a l'association quand elle a de l'argent, de dire à l'hôpital, si vous ne pouvez pas payer la totalité de ce 50%, par exemple, cette année, je m'engage à en payer la moitié sur les 2 premières années, par exemple. Et ça a toujours été un élément facilitateur pour obtenir des choses. Bien sûr, forcément, le directeur communique que l'argent ne dit pas non, mais quelque part, l'association, je suis le président encore, je n'ai pas payé la totalité des conventions que j'ai signées, parce qu'ils ont renoncé à me les demander, tellement les chiffres étaient positifs. Ils se sont dit, maintenant, si je vous montre une espèce de business plan que j'avais fait en 2017. 2017, ce sont des vrais chiffres, hein, recette SIGREC, recette SIGAP, c'était connu, parce que vous savez que
On connaît l'année N, ce qu'on a gagné les 4 années précédentes, et cet argent sera reversé à N plus 1. Donc, globalement, l'argent qu'on touche en 2017 pour les SIGAPS, c'est l'argent qu'on a gagné en 2012, 2013, 2014, 2015. Donc, en fait, on peut anticiper quand même ce crédit. Bon, vous voyez que l'augmentation de l'activité du service, là, j'avais fait un business plan pour un truc un peu utopique, où j'avais envisagé que les médecins SAMU et les urgences commencent à faire de la recherche et inclus dans les études. Ce qui fait que le business plan comprend bien sûr des salaires de médecins de réanimation, mais aussi de SAMU-SMUR. Peu importe, parce que le résultat en 2022 ou en 2021, c'est vraiment ça, même sans les recettes d'inclusion SAMU ou SMUR. Bref, juste je vous montre ça pour montrer que l'argument fort quand même pour le directeur de l'hôpital, c'est de montrer ce que représente la marge brute en mettant les dépenses au maximum. C'est-à-dire que j'ai mis un taux d'investissement médecin dans cette recherche qui n'est pas du tout celui qu'on réalise, hormis pour l'écriture des papiers. Et donc, on a une marge qui est entre 38 et 43%. Vous savez qu'un service de réanimation, il est réputé, on va dire, rentable, avoir une activité juste, quand il fait une marge de 25% brut, pour que l'hôpital retrouve ses billes, après redistribution des dépenses logistiques, etc. Il faut qu'un service de réanimation ait des recettes brutes positives de 25%. Donc, et puis, en plus, ce total de recettes représenté par la réanimation, ça représente 5% des recettes du service. Donc, bien sûr, le directeur, il a absolument avantage à vous faire progresser dans ce domaine pour ne pas perdre cette activité. Voilà, ce qui fait qu'actuellement, maintenant, puisqu'on a progressé, l'équipe comporte 4,7 ETP personnel consacré à la recherche, dont 50% de kinés, qui a toujours presque une trentaine d'études en cours, ce qui peut poser problème, mais on pourra en discuter. Voilà, donc ça c'était l'historique que je voulais vous montrer. Quels ont été les trucs finalement pour avancer? Bien, évidemment, ça ne se fait pas sans investissement personnel. Il ne faut pas croire qu'on va faire de la recherche, créer une unité de recherche sans mettre un peu de sa propre personne, oublier les congés, certaines nuits, etc. Il faut absolument inscrire la recherche au projet de service, et ça, je suppose que tout le monde le fait, mais avec insistance, parce que tout le monde n'est pas dans cette optique ou cette culture, y compris dans les jeunes arrivants. Il faut mettre en avant la diversification possible de l'activité pour les students. Ça, pour recruter, c'est vraiment, c'est ce que je mets toujours en avant, ça offre la possibilité aux gens de changer de métier, que ce soit de manière définitive ou temporaire. Il faut vendre du rêve, quoi, pour pouvoir recruter. Il faut absolument faire partie d'un réseau. Il faut savoir qu'on n'obtient rien si on n'a pas démontré qu'on savait faire. C'est-à-dire que j'ai vu parmi mes jeunes collègues dans l'hôpital, dans le service, beaucoup de gens qui demandent des moyens pour faire de la recherche sans avoir montré qu'ils en faisaient. Et là, le directeur, pas bête, hein, je lui mets des moyens, il ne va pas en faire, puisqu'il n'en fait pas. Quelque part, il a certainement un peu de raison. Donc, remettre la charrue avant les bœufs, il faut montrer sa bonne volonté, il faut montrer qu'on sait faire avant de demander des moyens. C'est la meilleure façon de les obtenir. Puis enfin, le plus, le beaucoup, c'est que sans argent, on n'obtient rien. Et pour ça, il faut en avoir à soi. Et les études industrielles, c'est primordial de ce côté-là. Je vois Stéphane qui se marre parce qu'il reconnaît un discours qu'il a déjà entendu depuis 20 ans, je pense. Et puis, un truc vraiment primordial, c'est le team building. C'est s'entendre parfaitement avec les studineurs, avec les médecins impliqués dans la recherche, sans exclure personne. Et puis surtout, faire des réunions scientifiques qui ont vraiment leur importance et qu'on doit renouveler absolument
1 à 2 fois par an. Vraiment, il faut créer l'ambiance favorable, laisser la possibilité aux gens de se divertir. Et je pense que c'est une clé importante du succès. Bien sûr, tout ça, c'est... Une fois qu'on a les moyens, je vais raccourcir. Comment progresser? Il faut s'organiser. Il faut entretenir l'état d'esprit de l'équipe. Prendre garde à ne pas couper le service en deux. Avec des infirmières qui seraient mal ressenties par le reste, qui se consacreraient qu'à la recherche clinique, et puis les autres qui feraient du soin. Ça, c'est un danger. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours tenu à ce que les infirmières qui travaillent à l'unité de recherche fassent encore du soin, que ce soit à 25% ou 50%, peu importe. Mais pour la plupart, elles ou ils font encore du soin. D'abord, ce sont des gens qui ont une certaine expérience en réanimation, donc elles sont un peu référentes dans les soins, et ça fait mieux passer la pilule, des contrôles cliniques, des surveillances un peu plus rapprochées, etc. Des prises de sang un peu plus nombreuses qu'on doit faire quand on veut faire correctement de la recherche. Voilà, en conclusion, je dirais investissement personnel, des études industrielles, le réseau, avoir son association loi 1901 pour toucher l'argent, on pourra débattre de comment on peut faire maintenant, et puis le team building. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci. Merci. Une question ou un commentaire? Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, notamment récupérer de l'argent des études industrielles. La difficulté, c'est que dans des hôpitaux où c'est émergent, les directeurs ils sont formés dans la même école. Ils n'aiment pas du tout distribuer cet argent à des assos. Est-ce que tu peux nous dire comment tu y arrives pour toutes les études, pour un pourcentage des études, pour un pourcentage sur chaque étude? Comment arriver à les convaincre? Je ne vais pas te cacher que, bien sûr, l'argent pour toute l'industrie, c'est quand même réduit de manière très, très importante depuis quelques années. D'abord parce que ça a été cassé par la Ligue. Il a fallu quelques temps pour qu'on revienne à la possibilité de signature de convention tripartite. Nous, mais là, pour faire une convention tripartite, c'est-à-dire que ton association touche l'argent, tu ne montrais pas de blanche, il faut que le directeur l'accepte comme entité digne de confiance. Je ne sais plus comment ça s'appelle, réglementaire. Bref, il faut avoir montré la blanche, avoir montré ses comptes, l'objet, tout. Et forcer les industriels, quand ils ne présentent pas de contrat d'investigation, on va dire, je sais pas comment ils appellent ça, incitation à l'inclusion, des choses comme ça, quand ils n'en présentent pas, ils font des livres. Oui. Vous passez un après, contrat. on a la possibilité de le faire parce qu'on a montré qu'on pouvait. Vous passez un contrat avec 100% des études industrielles ou il y a un truc? Alors là, il y a un truc nouveau qui vient. Là. Il y a des études industrielles qui passent par des CRO qui sont managés par des hôpitaux, Limoges. C'est des études industrielles, mais on touche que dalle. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Non, il faut exiger, il faut monter la barre, et puis finalement, tu te rends compte qu'il y avait déjà existante une grille nationale d'honoraires. Après, il faut performer dans les infusions industrielles, sinon on n'a pas d'autres propositions. Oui, justement, j'ai une question sur les études industrielles. Sans les études industrielles qui, si j'ai bien compris, diminuent chez toi, tu pourrais faire de la recherche académique, puisque tu semblais dire que c'est un point majeur. Oui, c'est un point majeur parce que quand tu as besoin d'une centrifugeuse, tu n'attends pas 9 mois que l'hôpital te l'achète, c'est toi qui la payes. Même si tu as fait une demande de financement à quelqu'un d'autre, si tu as besoin d'une photocopieuse, tu as besoin d'un vélo pour faire de la clinique dans le cadre d'une étude, c'est l'association qui paye parce que le temps que l'hôpital se rende compte que c'est important, il va se passer 2 ans. Donc moi, par exemple, pour l'étude qu'on a publiée avec Guillaume Fossat dans le JAMA, où il y avait des vélos et stimulation musculaire et électrique, j'ai dit très bien, je l'achète. Vous ne voulez pas me le payer, c'était trop cher, 30 000 balles.
je l'achète. Bien. Et puis finalement, ils sont tellement lents à écrire les conventions, à me demander des choses que je n'ai jamais payé. Vous allez me faire payer un truc, regardez, ça fait jamais. Mais ils sont trop lents. Mais quand on a cette force de proposition, bah, écoutez, vous ne pouvez pas payer la totalité, vous en payez 33% cette année. Ça marche comme ça. Oui, tiens, j'avais une question. Dans ton activité là, de recherche, c'est quoi la proportion de recherche qu'on appelle paramédicale, je ne sais pas bien ce terme, la recherche en soins? Bah, c'est quasi zéro si on exclut la recherche de Guillaume Fossac et kinésithérapeute. Pour l'instant, il n'y a rien. Ce n'est pas faute d'essayer. Hein. C'est pas faute d'essayer. Oui, c'est un vrai problème et c'est un peu décevant. Je pose aussi la question parce qu'on a souvent des infirmières de recherche qui sont représentées souvent comme des techs. Je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'elles gardent une activité de soins, ça me paraît important. Mais quand on compare avec d'autres spécialités, donc je ne sais pas comment vous faites, mais si tu ne fais pas recherche paramédicale, j'ai un peu ma réponse. C'est-à-dire que le métier de tech, elles sont souvent déçues, c'est-à-dire qu'elles s'imaginent qu'elles vont faire de la recherche elles-mêmes. Et de leur faire que de l'activité de gestion de données ou choses comme ça, ou réglementaire, c'est pas ce qu'elles attendent non plus tout à fait. Je ne sais pas à quel profil toi tu as comme infirmière de recherche. Oui, non, mais il faut leur promettre la diversification hein, et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inéquité dans l'équipe, tout le monde passe à la saisie des données. Quoi. C'est ça qui est normatif, hein, c'est la saisie des données. Parce que sinon, le métier de screener tous les matins les patients éventuellement éligibles, etc., c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Hein. C'est multitâche, c'est pas mal, ça diversifie beaucoup l'activité. Juste une dernière question. La charge de travail pour l'équipe médicale et la participation de l'équipe médicale, ça se passe comment? En fait, les nouveaux arrivants pensent que ça a toujours été comme ça et qu'on peut faire des études et qu'il y a une équipe qui va s'occuper de remplir les cahiers. Ce qui fait que quand il y a des choses qui débordent un peu les capacités de l'équipe de recherche, les choses sont bien plus lentes maintenant. Bon, on va dire il y a 10-15 ans, dans ton bureau, saisir 2500 feuilles d'observation. Maintenant, quand on donne 200 à quelqu'un, ça devient chaud. Bon, voilà. Il faut faire avec. Hein. C'est l'évolution, je crois qu'on ça marche. J'ai vu que tu as 22 études en cours. Ah oui, mais ça, les investigateurs, ils sont ce qu'on veut. Hein. Nous, on travaille dans l'équipe. Tout le monde ne participe pas au même niveau. C'est bien. Mais quand même, les jeunes ont compris qu'il fallait inclure, que c'était important, puis ils se sont pris au jeu de la publication. Très bien, merci. Est-ce que le fait de faire partie d'une association en loi 1901 protège de la future réforme? Est-ce que vous allez être sur le décret sur le topo d'avant? Sur les mairies? Oui. Ah ou est-ce que vous allez la subir? Est-ce que vous allez la subir aussi? Non, vous savez, d'Orléans, normalement, on est au plat du ciel. D'accord. Normalement, c'est censé augmenter. On va accueillir Alexandre Boyer pour comment concilier la promotion de la recherche et l'éthique.